Un virus ou une bactérie peut causer une paralysie flasque aiguë. Ben, c'est quand même grave, hein. Ça peut être mortel parfois. Et c'est pour ça il faut agir vite. C'est vrai, c'est pas aussi simple que par l'infection, mais un mécanisme peu complexe engendrant cette atteinte du système nerveux périphérique. Alors, l'histoire commence par l'entrée d'un virus, le cytomégalovirus, le virus de l'hépatite V et autres virus, ou une bactérie, Campylobacter comme exemple, bien encore l'influenza par vaccination. Alors, le corps agit, il cible ses agents infectieux par ses cellules immunitaires, donc des lymphocytes B qui produisent des anticorps contre ces agents. Hop, le corps est gagnant. L'immunité fait son travail et elle détruit l'agent infectieux. Jusqu'à ce point, l'histoire est physiologique. Mais le problème dans les cas pathologiques commence dans des situations où l'immunité est assez prudente, que les anticorps dirigés contre les agents infectieux vont attaquer les cellules nerveuses, surtout la gaine de myéline axonale par mimétisme moléculaire. Le corps n'est pas gagnant cette fois, détruisant ses propres nerfs et racines nerveuses périphériques suite à un facteur déclenchant, l'infection généralement. Le mécanisme définit bien une atteinte nerveuse appelée syndrome de Guillain-Barré, une polyradiculunévrite, entendu à l'air qu'il définisse une affection auto-immune transitoire des nerfs périphériques et racines nerveuses, d'apparition aiguë inférieure généralement à 4 semaines. Ces nerfs périphériques peuvent représenter des motoneurones, soit des neurones sensitifs, ou des neurones autonomes. Donc, le tableau clinique peut être décrit par simple déduction qu'on aura des symptômes moteurs, sensitifs et autres végétatifs. La symptomatologie motrice décrite communément est la paralysie flasque ascendante, surtout comme caractéristique, et symétrique, associée à une abolition des réflexes ostéotendineux. Tant que les symptômes sont périphériques, ils peuvent intéresser aussi les nerfs crâniens. L'exemple de l'atteinte de la déglutition qui fait la gravité de la maladie, mais ainsi l'atteinte du muscle respiratoire paralysant le diaphragme, composant l'urgence extrême de la maladie, devront être pris en charge en réanimation et soins intensifs. Les troubles sensitifs de la même manière, atteignant les extrémités en premier, donc ascendantes, peuvent représenter des différents signes, quelle que soit paresthésie en gants et en chaussettes, comme exemple, une hypoesthésie, aussi l'astériognosie, etc., etc. L'atteinte végétative, par contre, touche la régulation thermique, les réflexes vésico-sphinctériens, la digestion, donc tout ce qui est autonome, la régulation tensionnelle et les rythmes cardiaques aussi. À l'aide de ces symptômes et les résultats de l'examen clinique, plus certaines explorations qu'on peut faire le diagnostic de cette affection. Quelle exploration est-il le diagnostic? Si on fait retour à la physiopathologie de la maladie, une atteinte des nerfs et racines nerveuses périphériques, alors la détection d'activité électrique des neurones périphériques est logique. Et cette détection des anomalies neurologiques périphériques peuvent être faites par l'électroneuromyographie. Puis, on sait de façon logique, après qu'on a obtenu une preuve d'atteinte périphérique, on doit avoir une preuve d'absence d'atteinte centrale pour avoir le diagnostic avec certitude. La pratique d'une ponction lombaire est indiquée pour étudier le liquide céphalorachidien en trouvant fréquemment l'hyperprotéinorachie avec cétologie et glucorachie normale. Enfin, tous ces arguments fonctionnels, cliniques et paracliniques sont utilisés par Asbury Cornblath et même Brankton pour faire des scores de diagnostic de cette affection, Guillain-Barré syndrome. Le diagnostic est posé. Très bien, l'affection constitue une urgence thérapeutique. Nous aussi ne devrons pas tarder la prise en charge par plus d'informations, arrivant au traitement pour sauver notre patient, dont la prise en charge se fait en unité de soins intensifs, surtout pour le risque d'atteinte respiratoire, en intervenant si nécessaire, donc la surveillance stricte est obligation. La poussée est traitée par immunoglobuline en perfusion pendant 5 jours par un dosage de 0,4 g/kg au jour. L'échange plasmatique aussi indiqué pour traiter cette affection, en la réalisant 1 jour sur 2 pour un total de 2 vers 4 séances. Donc, le choix est entre l'échange plasmatique ou les immunoglobulines, ça dépend de plusieurs facteurs et arguments.
La prise en charge est entourée par les autres mesures préventives essentielles, comme la prévention de l'ulcère de stress, les complications du décubitus, aussi la rééducation et la kinésithérapie qui doit être précoce, l'administration dentalgique, mais essentiellement, et ne pas oublier, le soutien psychologique du patient. C'est une maladie paralysante à la fois physique et psychique. Le dernier est très important parce qu'il s'applique même aux personnes saines, s'applique à moi aussi. Comme exemple, cette vidéo n'était pas faisable que par un soutien continu par des amis, mes collègues et proches qui ont toujours pris la responsabilité de m'encourager de faire plus de vidéos. Aussi mes chers spectateurs qui m'envoient des messages et laissant des commentaires très encourageants pour continuer. Je vous tout remercie énormément et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Vous pouvez trouver la vidéo résumée de ce cours sur notre deuxième chaîne des résumés qui est affichée. Merci encore une fois.